Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre bureau ici pour parler d'une loi que vous avez proposée au Conseil des ministres sur l'économie sociale et solidaire. Est-ce que vous pouvez nous dresser le tableau de cette loi pour connaître mieux le cadre et puis après on verra ce que ça peut donner de plus aux salariés? D'abord, c'est une loi de reconnaissance de l'économie sociale et solidaire, qui est une économie qui pèse à peu près 10% en estimation du PIB de la France, qui est animée par différentes formes d'entreprises, qu'elles soient associatives, coopératives, mutualistes ou les fondations, et nous voulions à la fois les reconnaître, mais surtout leur donner des instruments de développement. La conviction de ce gouvernement, c'est qu'une des leçons de la crise passe par le fait de développer des façons d'entreprendre qui privilégient l'entreprise durable, l'investissement patient, le moyen et le long terme plutôt que le court terme. Or, les acteurs de l'ESS sont ces investisseurs patients, ceux et celles qui parient justement sur le long terme, plutôt que sur des logiques de profit à court terme. Et c'est pour ça que c'est une loi qui donne des instruments de développement à chacun des acteurs de l'économie sociale et solidaire pour faire en sorte que demain, à la fois les acteurs existants soient consolidés, mais qu'on puisse avoir davantage d'opportunités de créer des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Donc voilà l'objectif global, c'est une loi de reconnaissance et une loi de développement de l'ESS. Alors ça passera par une multitude de mesures dans lesquelles bon nombre d'acteurs se retrouvent. La sécurisation de la subvention pour les associations. Aujourd'hui, les associations veulent être subventionnées, pas être mises en concurrence. Le fait qu'on crée des marchés réservés aujourd'hui dans la commande publique pour permettre aux acteurs de l'insertion par l'activité économique de bénéficier de cette commande publique. Tout le volet droit d'information des salariés pour reprendre leur entreprise, la consolidation des scopes, la consolidation des coopératives d'activité et d'emploi, la généralisation de la révision coopérative, la création de certificats mutualistes, la modernisation des titres associatifs. Bref, c'est une loi très générale qui va couvrir l'ensemble du champ de l'économie sociale et solidaire et qui lui permettra, en tout cas c'est notre objectif, à échéance d'un quinquennat, de changer d'échelle et de peser davantage dans l'économie française. Alors vous avez parlé de nouveaux pouvoirs aux salariés. Quels sont les nouveaux pouvoirs que vous allez donner aux salariés? La principale mesure, c'est la création d'un droit d'information des salariés au moment où leur entreprise est sur le point d'être cédée. Donc on est dans les moins de 50 là. Dans les moins de 50, qui sont en général aujourd'hui, qui font la vitalité aujourd'hui du tissu économique français. On est parti d'une réalité, il y a à peu près 50 000 emplois chaque année qui sont détruits en France. 50 000 emplois, c'est considérable, en raison d'entreprises qui ferment, non pas parce qu'elles sont en mauvaise santé, mais parce qu'elles ne trouvent pas de repreneurs. On parle de petites PME qu'on connaît tous autour de chez nous, qui mettent la clé sous la porte parce que le chef d'entreprise part à la retraite, parfois parce qu'il décède, alors que ces entreprises étaient des entreprises profitables, mais qui ne trouvent pas de repreneurs. On a voulu, à partir de cette réalité économique, réfléchir à la façon dont la solution salariée pouvait être une solution pour maintenir l'activité et éviter les destructions d'emplois. Et donc on a créé un droit d'information préalable des salariés qui obligera donc le chef d'entreprise, dès lors qu'il a une intention de céder son entreprise, à informer les salariés d'abord d'une chose, c'est qu'avec l'entreprise, ils sont un peu vendus eux-mêmes, parce que quelque part, on se sent un peu vendu quand on est vendu avec l'outil de travail, mais qu'ils peuvent être une des solutions. Ce n'est pas forcément un repreneur tiers qui s'intéressera à l'avenir de cette entreprise. Et souvent, ils sont la seule solution. Et une solution que n'envisage pas forcément le chef d'entreprise, parce qu'il n'y a pas y penser immédiatement, alors que ces salariés connaissent les clients, ils connaissent l'outil de travail, ils connaissent l'environnement, et qu'ils peuvent donc être les mieux à même de reprendre l'entreprise. Cela étant dit, une fois qu'on a créé ce droit d'information, faut-il ensuite avoir les moyens de pouvoir reprendre une entreprise. Et c'est pour ça que cette loi crée un nouveau statut de scope qui va diminuer la prise de risque des salariés, qui étaient jusqu'ici obligés de mettre plus de 50% du capital pour être majoritaires en droit de vote. Par la loi, nous allons leur permettre d'être majoritaires en droit de vote sur une période transitoire, en ne possédant au départ que 30% du capital pour faciliter leur capacité à reprendre leur propre entreprise. Alors ça suscite la désapprobation bruyante
du MEDEF. Alors d'ailleurs, j'ai lu ça et j'ai pas très bien compris cet argument qui vise à dire donner dans une période de 2 mois une information et la priorité aux salariés va paralyser l'entreprise. C'est totalement ridicule puisque dans la mesure où s'il n'y a pas de repreneur, puisque c'est le cadre de la loi, l'entreprise va fermer et si les salariés veulent la reprendre, ils vont pas abîmer un outil de travail dans lequel ils veulent investir. Donc c'est là que j'ai pas compris. A priori, les salariés, ils ont eux intérêt au maintien de leur emploi. La réalité, c'est que le chef d'entreprise, s'il a l'offre d'un tiers et celle des salariés, il choisira celle qu'il préfère. Mais parfois, il n'aura que l'offre des salariés. Et j'espère qu'on se retrouvera dans cette situation où l'offre des salariés permettra de sauver des emplois. Ce que nous voulons surtout, nous, c'est inciter les salariés eux-mêmes à reprendre leur propre entreprise pour éviter que, comme c'est le cas dans beaucoup de zones aujourd'hui en France, de territoires, on se retrouve avec une fermeture d'une petite PME de charpente, d'une petite PME du bâtiment ou une petite PME de service qui fait partie du tissu économique, qui est une de ces PME qui font vivre un territoire et qui, quand elle disparaît, a non seulement un impact sur les salariés qui travaillaient dedans, mais un impact aussi sur tout le territoire, sous forme d'emploi induit, parce que ce sont des familles qui s'en vont, qui ne consomment plus, etc., etc. Donc on est, nous, dans une approche très pragmatique. On va chercher les emplois les uns après les autres. Et ma conviction, c'est que, c'est ce que j'ai dit au MEDEF et à Pierre Gattaz, c'est peut-on se permettre, un peu par idéologie, de gaspiller ou de gâcher tant d'opportunités de maintenir de l'emploi quand 50 000 emplois chaque année disparaissent dans des PME en bonne santé qui mettent la clé sous la porte parce qu'il n'y a pas de repreneur. Notre approche, elle est politique au sens où nous disons, par tous les moyens, nous voulons inverser la courbe du chômage. Le droit d'information des salariés pour reprendre leur entreprise, la création d'un nouveau modèle de scope, c'est une de ces solutions pour inverser les courbes. Il faut comprendre un peu le MEDEF en l'occurrence, qui lui milite pour avoir une représentation des salariés à partir du seuil de 100, par exemple. Vous allez donner, vous, des prérogatives à des salariés en dessous du seuil de 50. Donc effectivement, ça commence à faire un grand écart et c'est peut-être un peu le sujet de l'inquiétude de voir décliner ces nouvelles prérogatives pour des salariés pour des entreprises qui n'ont pas 50 salariés. Écoutez, en tout cas, j'entends cet argument. Ce que moi, je sais, c'est que d'abord, moi, je dialogue avec tout le monde, mais que ce droit d'information des salariés pour qu'ils reprennent leur entreprise est une des pierres angulaires de ce projet de loi. Le gouvernement, le président de la République y sont attachés. C'est une solution pour éviter la destruction de dizaines de milliers d'emplois. Et moi, j'ai encouragé, et le dialogue se passe bien, d'ailleurs avec les autres organisations, l'UPA, la CGPME, et bon nombre de représentants des entreprises, évidemment les syndicats salariés qui s'intéressent à cette mesure. Et je pense que vis-à-vis de propositions comme celle-là, si on veut montrer de quelle manière on est utile au pays, en inversant la courbe du chômage, je pense qu'il faut avoir moins d'a priori, moins de posture, et être un peu plus... Il faut révolutionner son système de pensée, quoi. Ouais, je sais pas, moi je ne demande pas grand-chose. En l'occurrence, vous savez, on est dans la reprise d'entreprise. Il y a déjà plein de cas où les salariés sont la solution. Moi je pense pas, alors je le dis, je vais être totalement honnête, je pense pas qu'une entreprise qui est reprise par ses salariés, elle sera forcément plus florissante que quand elle est reprise par un tiers. Il y aura des échecs. Il y aura des situations où l'offre des salariés sera objectivement moins bonne que celle d'un tiers. Mais il faut arrêter de penser aussi, à contrario, que l'offre des salariés est par nature moins, on va dire, professionnelle, moins sérieuse que l'offre d'un fonds d'investissement qatari ou norvégien. Ça ne va rien changer en fait, puisqu'il va en aller pour ces sociétés-là comme pour les autres. Il y en a qui vont fonctionner, il y en a qui ne vont pas. Et en dehors de l'économie sociale et solidaire, on a quelques exemples de reprises qui fonctionnent ou qui ont fonctionné et d'autres qui ne fonctionnent pas. Donc là-dessus, ça ne va pas... Mais je peux vous donner un chiffre quand même. Oui. Quand on regarde les entreprises qui ont été créées il y a 3 ans en France, donc il y a 3 ans, mais il n'y a pas longtemps... quand elles ont été créées en SCOP, 82,5% d'entre elles sont toujours en vie aujourd'hui. Pour les entreprises créées il y a 3 ans, quand elles ont été créées hors statut SCOP, 66% d'entre elles sont encore en vie aujourd'hui. Ce qui veut dire que le modèle de SCOP est plus résilient, plus résistant que celui, on va dire, des modèles classiques, SA, SARL, etc. Pour une raison qui est une raison pas liée au fait que
seulement que quand il y a une gouvernance démocratique, collective, on se préoccupe plus du long terme, même si c'est un peu le cas. C'est parce que statutairement les SCOP ont pour obligation qu'une partie de leurs bénéfices, leurs excédents, soit réinjectée dans ce qu'on appelle les réserves impartageables, c'est-à-dire les fondations de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on privilégie le moyen et long terme, la pérennité de la collectivité qu'est l'entreprise et de l'emploi. Et c'est aussi ce modèle-là que nous voulons développer, parce que ce qui est intéressant dans les leçons qu'on peut tirer de la crise, c'est qu'on a tous eu le sentiment qu'on était sous la dictature du court terme et de logique spéculative de court terme. Ça ne veut pas dire qu'on n'y est plus aujourd'hui. On voit bien qu'encore les logiques de marché pèsent sur l'activité économique incontestablement. Mais le modèle de l'ESS est justement de ce point de vue-là un modèle intéressant au sens où il rompt avec cette sorte de pression du court terme et privilégie le moyen et long terme, raison pour laquelle on veut favoriser. Ce qui est intéressant, c'est que votre projet de loi, il déborde de l'ESS, parce que ce n'est pas uniquement des entreprises qui sont du ressort de l'économie sociale et solidaire, c'est toute entreprise dans l'industrie, dans l'industrie, etc., qui vont pouvoir se développer en scope et pouvoir avoir cette chose indispensable que de vouloir consolider avant de s'enrichir. Alors qu'aujourd'hui, les objectifs des entreprises, notamment les grandes entreprises, c'est faire plus que l'année dernière pour faire plus. Et c'est peut-être là qu'effectivement ça pêche et que ce statut de scope, peut-être à une échelle qui est celle que vous avez déterminée, c'est-à-dire les entreprises qui n'ont pas de repreneurs, donner une autre idée de l'entreprise de demain, et peut-être que c'est l'entreprise du futur. Non, on va aller un tout petit peu plus loin, si vous me permettez d'un mot. C'est qu'on s'est posé la question pour un jeune entrepreneur aujourd'hui qui veut entreprendre, produire un service, un bien, une marchandise, innover, mais selon un modèle économique qui est un modèle économique plus soucieux de l'impact environnemental, de l'impact social. Comment peut-il faire ? Est-ce qu'on peut créer une entreprise sous statut associatif? C'est compliqué. Parfois, créer une SCOP, quand on est deux, ça n'a pas beaucoup de sens non plus. Créer une mutuelle, on imagine assez mal. Et on s'est dit comment intégrer à l'économie sociale et solidaire tous ces désirs d'entreprendre, même s'il faut passer au point de départ par une petite SARL. Donc un modèle capitalistique classique. Est-ce qu'on ferme le périmètre de l'ESS ou est-ce qu'on cherche à coloniser, quelque part, un petit peu, par nos principes et nos valeurs, l'économie réelle et l'économie française? Et on a choisi la deuxième option. Et c'est pour ça que la loi va permettre que celui qui veut créer son entreprise, mais qui va choisir un modèle de SARL, dès lors qu'il encadre clairement les dividendes de l'entreprise, qu'il met en œuvre une échelle de salaire, etc., va pouvoir le faire sous le statut d'entreprise sociale et solidaire. On a voulu ouvrir le champ et le périmètre de l'économie sociale et solidaire en disant à ces entreprises, vous devrez respecter les principes de l'ESS. Nous voulons que vous vous appliquiez, puisque vous aurez un modèle au point de départ d'entreprise classique, des principes qui sont des principes forts, et nous allons leur permettre de bénéficier en quelque sorte de la reconnaissance ou d'un label de l'entreprise sociale et solidaire, qui leur permettra à tous ces jeunes entrepreneurs d'entreprendre différemment grâce à ce modèle-là. C'est aussi l'ambition de ce texte de loi, et en disant cela, fait que répondre au fait qu'on est aujourd'hui dans l'université française, il y a plus de 70 masters consacrés à l'économie sociale et solidaire. Dans les écoles de commerce se développent les chaires d'entrepreneuriat social. Le dernier salon des entrepreneurs réservait 15% de son espace à l'entrepreneuriat social. Ce mode d'entreprendre se développe, ce modèle. Il fallait qu'il trouve une réponse législative à travers un statut, et nous allons lui offrir par la loi. Alors, puisqu'on parle du législatif, le calendrier, alors j'imagine que là on est très occupé par la Syrie, on va être très occupé par les retraites. Votre projet de loi discuté à l'Assemblée nationale, vous avez... Il commence par le Sénat, novembre au Sénat. On est en première lecture la première semaine de novembre, si je ne me trompe pas, et nous serons en février à l'Assemblée nationale, en première lecture, ce qui laisse, si les deux lectures se passent bien, on pourra avoir bouclé en vote définitif au printemps de 2014. Donc après décret d'application, promulgation septembre. Voilà. Oui, on peut même aller, on sera prêt avant, nous on est prêt depuis pas mal de temps, donc on n'attendra pas le délai de 6 mois réglementaire, donc on ira assez vite après. Monsieur le ministre, je vous remercie de cet éclaircissement sur cette loi, et puis le débat que nous allons mener sur les SCOP et l'économie sociale et solidaire et la représentation du personnel et les conditions de travail dans ce type d'entreprise va ouvrir le 19 à 10h30 et on aurait aimé vous y recevoir, mais votre emploi du temps... Je ne peux pas, bon travail à tous, et puis surtout on compte beaucoup sur les CE aujourd'hui pour essayer de promouvoir à nos côtés cette manière d'entreprendre. J'espère qu'on arrivera
ce changement d'échelle pour l'économie sociale et solidaire, et puis plus généralement, je le redis, même quand on est dans l'économie dite classique, j'espère qu'on contribuera aussi à impacter l'économie classique par le développement de l'ESS. Merci Monsieur le Ministre. Merci à vous.